Le manoir était froid, et le millionnaire jurait de n'ouvrir à personne. Mais 3 coups ont changé le cours de la nuit, et de sa vie. De l'autre côté, sa douce cuisinière, les yeux pleins de courage. Elle apportait le dîner, et un amour qu'il n'avait jamais espéré vivre. Chapitre 1. Le refuge d'Auguste. Sur les flancs du massif du Mont Blanc, à Megève, un grand chalet d'architecture alpine se distinguait parmi les sapins. C'est là que vivait Auguste Monnier, un homme d'affaires de 62 ans dont l'empire d'hôtels de luxe s'était étendu à travers toute la France. Ses cheveux grisonnants et sa posture impeccable dissimulaient une solitude aussi vaste que la propriété qu'il habitait. C'était la veille de la fête de la Saint-Jean, une date qui, par le passé, avait été célébrée avec de grands feux et des guirlandes colorées dans cette même maison. Mais maintenant, le seul son qui résonnait dans les couloirs était celui du vent frappant aux fenêtres, comme si la nature elle-même tentait de réveiller ce lieu de son profond sommeil. Auguste traversait le salon principal, où un piano à queue restait couvert d'un drap blanc depuis plus de 15 ans. Sur la cheminée en pierre, une horloge en argent demeurait arrêtée, marquant toujours la même heure, 23h47. Personne n'osait toucher à cet objet, pas même pour essuyer la poussière qui s'y accumulait. C'était un ordre du maître des lieux, un symbole silencieux d'un moment qu'il refusait de laisser derrière lui. « Monsieur, le dîner est servi », annonça Marthe, la gouvernante qui l'accompagnait depuis plus de 2 décennies. C'était une femme discrète, qui connaissait chaque recoin de cette maison et chaque secret non prononcé. « Je descends dans un instant », répondit Auguste, sans détourner le regard de la fenêtre qui laissait entrevoir les lumières lointaines du village. Dans l'imposante salle à manger, il s'assit seul devant une table qui aurait pu accueillir facilement 20 personnes. Le service en porcelaine était impeccable. Les couverts en argent reflétaient la lumière du chandelier, mais tout ce faste ne faisait que souligner le vide qui l'entourait. Son téléphone portable sonna, brisant le silence. « Papa, je t'appelle juste pour confirmer que nous arriverons demain », dit la voix de sa fille, Hélène. « Moi, Robert et les enfants, nous resterons à l'auberge du centre-ville, comme d'habitude. Vous pourriez rester ici, la maison est grande. » répondit-il, plus par obligation que par désir. « Nous savons à quel point tu apprécies ta tranquillité, » répondit-elle avec une formalité qui ne convenait pas à une relation père-fille. « De plus, les enfants font du bruit, et tu as toujours été clair sur le fait que tu préfères le silence. » Auguste n'insista pas. La relation avec son unique fille était devenue un protocole de courtoisie au fil des ans. Des visites annuelles, des appels pour les fêtes, des cadeaux envoyés par des assistants. Une relation aussi froide que le climat de la station au matin d'hiver. « Bonne nuit, papa », conclut-elle, raccrochant avant qu'il ne puisse répondre. Après le dîner, Auguste se retira dans son bureau. Les murs étaient tapissés de livres rarement feuilletés et de photographies d'inauguration d'hôtels. Il n'y avait pas de photos de famille, à l'exception d'une seule rangée dans le tiroir du bureau. Une photographie ancienne, aux bords usés à force d'être manipulés. Il s'assit dans le fauteuil en cuir, se servit un cognac et prit la photographie. Dessus, une femme aux cheveux bruns souriait à côté d'une petite fille. Toutes deux portaient des robes à fleurs et tenaient des lampions pour la fête de la Saint-Jean. Derrière elles, un grand feu illuminait le jardin du chalet, où des dizaines de personnes dansaient et célébraient. Lui-même apparaissait dans un coin de la photo, plus jeune, souriant d'une manière qu'il avait depuis longtemps oubliée. « 15 ans, murmura-t-il pour lui-même. Le bruit d'un coup de tonnerre au loin le tira de ses souvenirs. Un orage d'été approchait, courant dans la région même au début de la saison estivale. Il ferma les rideaux, comme pour se protéger non seulement de la pluie, mais de tout ce qui venait de l'extérieur. Son téléphone vibra de nouveau. C'était un message de son assistant Romain, l'informant que la nouvelle chef engagée pour la propriété arriverait le lendemain. « N'oubliez pas qu'elle logera à la maison comme convenu », disait le message qu'Auguste lut avec déplaisir. Il n'aimait pas les étrangers chez lui, mais sa gouvernante avait insisté sur le fait qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec de l'expérience culinaire. Maintenant qu'Hélène et sa famille viendraient plus souvent. Mademoiselle Gabrielle Fournier a d'excellentes références et une expérience internationale. C'est complété le texte. La pluie commença à tomber avec force, et Auguste s'apprêtait à monter lorsque le téléphone de la maison sonna. Il était presque 11 heures du soir, une heure inhabituelle pour un appel. « Bonsoir, est-ce bien la résidence de Monsieur Auguste Monnier ?» demanda une voix féminine inconnue. « Oui, c'est lui-même », répondit-il en fronçant les sourcils. « Monsieur Monnier, ici Gabrielle Fournier,
la chef qui a été engagée pour travailler dans votre résidence. Je vous appelle car je suis arrivé plus tôt que prévu à Megève, et avec cet orage, j'ai du mal à trouver un logement. Toutes les auberges du centre sont complètes à cause de la pleine saison. Auguste ferma les yeux, contrarié. Il détestait les imprévus. « Où êtes-vous en ce moment ?» demanda-t-il, son ton ne cachant pas son irritation. « Je suis à la gare routière. J'ai essayé de trouver un taxi, mais avec la pluie, c'est impossible. Je suis désolé de vous déranger à cette heure, mais votre assistant m'a donné ce numéro pour les urgences. » Il y eut un moment de silence, seulement brisé par le bruit de la pluie. Auguste savait qu'il ne serait pas correct de laisser la jeune femme attendre à la gare routière pendant un orage, même s'il détestait modifier ses plans. « Attendez là-bas. J'envoie mon chauffeur vous chercher dans 20 minutes, dit-il finalement, et il raccrocha avant qu'elle ne puisse le remercier. Il appela Gérard, le chauffeur qui vivait dans une maison au fond de la propriété, et lui donna les instructions nécessaires. Ensuite, il prévint Marthe de préparer la chambre d'amis dans l'aile est, la plus éloignée de ses appartements. Moins il aurait de contact avec la nouvelle employée, mieux ce serait. Pendant qu'il attendait, il retourna dans la salle du piano. D'un geste lent, il retira le drap blanc qui le couvrait, révélant l'instrument parfaitement conservé. Il passa les doigts sur les touches, sans les presser, comme s'il craignait le son qu'elle pourrait produire. Là, sur ce piano, Clarisse avait l'habitude de jouer pendant qu'Hélène dansait autour d'elle. Les fêtes de la Saint-Jean au chalet Monnier avaient été célèbres dans toute la région, un événement qui réunissait la haute société et les employés dans une rare démonstration d'intégration. Le son d'une voiture approchant le fit recouvrir le piano. De la fenêtre, il vit l'automobile se garer sous la pluie torrentielle. Gérard sortit précipitamment, ouvrant un parapluie pour protéger la passagère. Auguste observa la jeune femme qui descendait de la voiture, des cheveux bouclés attachés en un chignon, défaits par l'humidité, des vêtements simples et un grand sac à dos. Elle semblait plus jeune que ce à quoi il s'attendait. Il retourna rapidement à son bureau, ne voulant pas être vu en train d'observer. Il entendit des voix dans le hall d'entrée, Marthe accueillant la nouvelle arrivante, expliquant les règles de la maison, lui montrant le chemin vers sa chambre. Auguste se servit une autre dose de cognac et se prépara à monter par l'arrière, évitant une rencontre non désirée. Cependant, en passant par le couloir, il entendit une exclamation d'admiration. Il s'arrêta à contre-cœur et vit Gabriel arrêté devant une peinture sur le mur, un tableau d'une ancienne demeure de maître entouré d'un jardin fleuri. Cette maison existe-t-elle vraiment, ou est-ce juste l'imagination de l'artiste? Demandait-elle à Marthe. Elle a existé, répondit la gouvernante. C'était la propriété de la famille de M. Auguste au cœur de la Bourgogne. Malheureusement, elle n'appartient plus à la famille depuis de nombreuses années. Gabriel continuait d'admirer le tableau, apparemment sans remarquer la présence d'Auguste dans l'ombre. Il y avait quelque chose dans son regard, une appréciation sincère pour l'art, une curiosité authentique, qui le fit hésiter avant de se retirer. Pendant un bref instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le désir d'expliquer l'histoire derrière cette peinture, de partager un souvenir. Mais le moment passa et il monta les escaliers en silence, laissant derrière lui la jeune femme qui, sans le savoir, avait momentanément pénétré la forteresse émotionnelle qu'il avait construite autour de lui. Dans sa chambre, Auguste se prépara à dormir, tandis que l'orage continuait dehors. Sur sa table de chevet, une invitation pour la traditionnelle fête de la Saint-Jean du village restait intacte. Depuis 15 ans, il recevait cette même invitation, et depuis 15 ans, il l'ignorait. Cette année ne serait pas différente. Avant de s'endormir, sa dernière pensée fut pour sa fille, qui arriverait le lendemain. Hélène, qui portait le nom de sa grand-mère maternelle, et les yeux de Clarisse, mais qui était devenue pratiquement une étrangère. Et maintenant, elle amenait avec elle son mari et des petits-enfants qui connaissaient à peine leur grand-père. Une réunion de famille qui promettait d'être aussi froide et formelle que toutes les précédentes. Ce qu'Auguste ne savait pas, c'est que l'arrivée inattendue de Gabriel en cette nuit d'orage ne serait que le premier de nombreux imprévus qui étaient sur le point de secouer les fondations de son existence soigneusement contrôlées. Chapitre 2. Rencontres inattendues. L'arôme de café fraîchement moulu envahit la cuisine du chalet Monnier le lendemain matin. Gabriel Fournier, vêtu d'un uniforme de chef que Marthe lui avait fourni, se déplaçait avec aisance dans l'espace, comme si elle était déjà familière de chaque tiroir et plaçard. La pluie de la veille avait laissé place à un ciel clair et froid,
typique de Megève. « Vous êtes matinale, mademoiselle » commenta Marthe, en entrant dans la cuisine d'un pas silencieux. « Monsieur ne descend généralement qu'à 9 heures. Je préfère me familiariser avec l'environnement avant de commencer officiellement, » répondit Gabriel en souriant. « De plus, je voulais vous remercier pour l'accueil d'hier. C'était très gentil de la part de Monsieur Monnier de me recevoir ainsi, à l'improviste. » Marthe haussa les sourcils, surprise par la mention de la gentillesse d'Auguste, un mot rarement associé à lui ces dernières années. « Monsieur est un homme occupé et réservé, » dit la gouvernante, choisissant ses mots avec soin. « Il apprécie la routine et n'aime pas les surprises. Il voudra son café sur un plateau, des toasts avec du beurre doux et des fruits de saison. » Gabriel acquiesça, préparant déjà le plateau avec soin. Elle y ajouta une petite fleur cueillie dans la serre intérieure de la maison, la plaçant dans un minuscule vase. « Ce n'est pas nécessaire, » prévint Marthe. « Les détails font la différence, » répondit Gabriel avec un sourire confiant. Quand Auguste ouvrit la porte de sa chambre, il trouva le plateau sur la table d'appoint. Le café dégageait un arôme différent de d'habitude, plus intense. La fleur, un petit géranium blanc, semblait déplacé au milieu de la sobriété de la pièce. Son premier réflexe fut de l'enlever, mais quelque chose le retint. Ce n'était pas seulement une fleur, c'était un geste, quelque chose qu'il n'avait pas reçu depuis très longtemps. Il descendit les escaliers ponctuellement à 9h30, vêtu avec son élégance habituelle. Dans la salle à manger, il trouva sa fille Hélène, arrivée plus tôt que prévu. À côté d'elle se tenait Robert, son gendre, un homme d'affaires toujours occupé par son téléphone. Leurs 2 enfants, Mathieu, 12 ans, et Sophie, 8 ans, étaient assis en silence, comme dans un musée où l'on ne peut rien toucher. « Papa », salua Hélène avec un baiser distant sur la joue. « Nous sommes arrivés plus tôt. L'auberge avait des problèmes de chauffage, alors nous sommes venus directement ici. »« Vous êtes les bienvenus, » répondit Auguste mécaniquement. Il regarda les enfants, ne sachant pas exactement quoi dire. « Vous avez grandi. » Sophie, la plus jeune, avait les yeux vifs et curieux de Clarisse, une ressemblance qui ne manquait jamais de le troubler. La fillette semblait sur le point de parler lorsque Gabriel entra dans la pièce, portant un plateau avec du chocolat chaud et des petits gâteaux qui exhalaient un arôme irrésistible. « Bonjour à tous. » Anne salua-t-elle avec naturel. « J'ai pensé que les enfants aimeraient quelque chose de spécial. » Sophie écarquilla les yeux devant les gâteaux décorés de petites perles colorées. « On peut en prendre ?» demanda la fillette en regardant sa mère. « Bien sûr, » répondit Gabriel avant qu'Hélène ne puisse parler. « Je les ai faits spécialement pour vous. » Le sourire de Sophie illumina la pièce, brisant momentanément la tension qui y régnait. Même Auguste sentit quelque chose bouger en lui, comme une porte rouillée qui commence à céder. « Vous devez être la nouvelle chef, » dit Hélène, visiblement surprise par la jeunesse de la jeune femme. « Je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi jeune, » compléta Gabriel avec un sourire. « J'ai 28 ans et 10 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé tôt. Enchanté, je suis Gabriel Fournier. » Il y avait une assurance dans sa présentation qui contrastait avec son apparence simple. Ses cheveux bouclés étaient maintenant attachés en un chignon professionnel, mais quelques mèches rebelles encadraient son visage hâlé. « Vous n'êtes pas d'ici, mademoiselle, » observa Auguste parlant pour la première fois. « Je suis né à Marseille, mais j'ai vécu dans de nombreux endroits, » répondit Gabriel, soutenant son regard sans hésitation. « Travailler dans la gastronomie m'a permis de découvrir différentes cultures. Ma dernière expérience était à Lisbonne. Et qu'est-ce qui vous amène à Megève, dans une maison isolée en montagne ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. Un bref silence s'installa. Hélène semblait surprise par l'intérêt soudain de son père pour la nouvelle employée. « Parfois, il faut le silence pour entendre sa propre voix, » répondit Gabriel avec une simplicité qui cachait des couches plus profondes. « Et la cuisine bourguignonne m'a toujours fasciné. J'ai appris que la famille de monsieur avait des racines en Bourgogne. » Auguste la dévisagea intrigué. « Vous avez fait des recherches sur nous ?»« C'est sur la cuisine régionale, » corrigea-t-elle doucement. « L'histoire de la famille est venue en bonus dans mes recherches. J'ai vu le tableau de la propriété hier dans le couloir. » Mathieu, qui jusqu'alors semblait s'ennuyer, interrompit la conversation. « Papy, c'est vrai que cette maison a des passages secrets. L'employé de l'auberge a dit que tous les vieux chalets d'ici en ont. » Auguste cligna des yeux, pris au dépourvu par la question.
Il regarda son petit-fils comme s'il le voyait pour la première fois. « Ce ne sont pas exactement des passages secrets, » répondit-il après un moment. « Ce sont des couloirs de service, construits pour que les employés puissent circuler sans être vus des invités. Une pratique courante dans les anciennes constructions. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « On peut les explorer ?» Avant qu'Auguste ne puisse répondre, Hélène intervint. « Mathieu, ton grand-père est un homme occupé. Ne l'embêtons pas avec ces choses-là. » Auguste sentit une pointe de quelque chose qui ressemblait à du regret. Il regarda son petit-fils dont l'expression animée s'éteignait visiblement, puis sa petite-fille, qui observait tout avec des yeux attentifs. Un instant, il se vit reflété dans les yeux de ses enfants, un étranger, un vieil homme austère qu'il connaissait à peine. « Peut-être, » commença-t-il, hésitant, « peut-être pourrons-nous explorer certaines parties de la maison plus tard. Il y a des endroits intéressants que vous n'avez jamais vus. » La surprise sur le visage d'Hélène était presque palpable. Sophie tapa dans ses mains, enthousiaste, et même Robert leva les yeux de son téléphone. Gabrielle assistait à la scène avec un sourire discret, comme si elle était témoin de l'éclosion d'une fleur rare. Avec une excuse polie, elle se retira dans la cuisine, laissant la famille dans un moment qui semblait attendu depuis longtemps. Dans la cuisine, Gabrielle trouva Marthe, qui préparait la liste des courses pour la semaine. « La famille est déjà arrivée ?» demanda la gouvernante, surprise. « Oui, et il semble qu'ils vont rester ici. » Marthe soupira, ajustant ses lunettes. Cela n'était pas arrivé depuis des années. La petite Hélène évitait de dormir ici, depuis ce qui s'est passé. Gabrielle se lava les mains lentement, comme si elle pesait ses prochains mots. « Ce qui s'est passé, si cela ne vous dérange pas de me le dire. » La gouvernante parut soudain consciente d'en avoir trop dit. « Il ne m'appartient pas de parler de ces choses, » dit-elle, mais ses yeux révélaient une histoire enfouie sous des années de silence. « Nous aurons besoin de plus de provisions si tout le monde reste. C'est le début de la fête de la Saint-Jean au village. Les magasins fermeront plus tôt. »« Je peux aller faire les courses, » proposa Gabrielle. « Je connais bien les marchés, et ainsi vous pourrez organiser les chambres pour la famille. » Marthe hésita, mais finit par accepter. Tout en notant les articles nécessaires, elle ajouta presque comme une pensée tardive, « La petite Sophie est allergique aux arachides, comme sa grand-mère. »« Ah, c'est Madame Clarisse, » hasarda Gabrielle. Les yeux de Marthe s'écarquillèrent légèrement. « Comment connaissez-vous son nom? J'ai vu une inscription hier, sur une partition posée sur le piano couvert. Pour Clarisse, mon éternelle compagne de musique. J'ai supposé que c'était l'épouse de Monsieur Auguste. » La gouvernante acquiesça lentement. Elle était la musique incarnée. Elle jouait du piano comme peu de gens. Cette maison était pleine de mélodies. Sa voix se perdit dans les souvenirs. « Vous feriez mieux d'aller faire les courses avant que les magasins ne soient bondés. » Pendant ce temps, dans le salon, la conversation familiale avait pris un tournant inattendu. Auguste, pour la première fois depuis des années, écoutait attentivement les histoires d'école de ses petits-enfants, répondant aux questions curieuses de Sophie sur les objets anciens qui décoraient la maison. « Pourquoi cette horloge sur la cheminée est-elle arrêtée, papy ?» et demanda-t-elle en montrant l'horloge en argent. Le visage d'Auguste se ferma momentanément et Hélène intervint. « Sophie, ne sois pas indiscrète. »« Non, ce n'est rien, » dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « C'est une question pertinente. » Il se tourna vers sa petite-fille, choisissant ses mots avec soin. « Cette horloge marque un moment spécial, ma chérie. Parfois, quand quelque chose de très important se produit dans nos vies, nous voulons préserver cet instant. C'est comme prendre une photographie du temps. » Matsitik. Sophie réfléchit un moment. « Sam, mais les photographies gardent des choses heureuses. » L'horloge arrêtée semble triste. Un lourd silence tomba sur la pièce. Hélène semblait sur le point de réprimander à nouveau sa fille, mais Auguste leva la main dans un geste doux. « Tu es très observatrice. »« Sophie, » répondit-il, « et tu as raison. Tous les souvenirs que nous préservons ne sont pas heureux, mais ils sont tous importants. » Robert, sentant la tension dans l'air, suggéra que les enfants aillent découvrir le jardin. Hélène les accompagna, jetant un regard inquiet à son père avant de sortir. Seul à nouveau, Auguste se dirigea vers la cheminée et observa l'horloge arrêtée. 23h47, l'heure exacte où il avait reçu l'appel, 15 ans plus tôt, l'appel qui avait tout changé. Son doigt caressa le verre poussiéreux, traçant le contour des aiguilles immobiles. « Monsieur n'a vraiment jamais pu écouter le piano ?»
La voix de Gabriel le surprit. Il ne l'avait pas entendu revenir dans le salon. « Je n'espionnais pas », expliqua-t-elle rapidement. « Je venais vous prévenir que je partais faire les courses et vous demander si vous aviez besoin de quelque chose de spécifique. » Auguste reprit sa posture habituelle. « Non, merci. Marthe sait ce qui est nécessaire. » Gabriel ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur le piano couvert. « Ce doit être un bel instrument. » Ah, commenta-t-elle. « Tout, on dirait un ancien Steinway. »« Samay, comment le savez-vous » demanda-t-il sincèrement surpris. « Ma mère était professeure de musique, » répondit-elle avec un sourire mélancolique. « J'ai grandi entre les partitions et les touches. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une honnêteté désarmante, une absence totale d'artifice qui déstabilisait la réserve habituelle d'Auguste. « Vous jouez » demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité. « Pas aussi bien que je le voudrais, » répondit Gabriel. « J'ai des mains de cuisinière, pas de pianiste. » Elle leva les paumes, montrant de petites cicatrices de brûlures et de coupures. Mais la musique et la cuisine ont beaucoup en commun. Ce sont deux formes d'expression qui font appel à tous les sens. Toutes deux peuvent faire remonter des souvenirs. Auguste détourna le regard, soudain mal à l'aise avec la direction de la conversation. « Je dois travailler maintenant. J'ai une réunion en ligne que je ne peux pas reporter. »« Bien sûr, » y répondit Gabriel, acceptant le changement de sujet. « Avant de partir faire les courses, je voulais demander s'il y avait une préférence pour le déjeuner. Je pensais préparer quelque chose de spécial, puisque la famille est réunie. »« Ce que vous suggérerez sera très bien, » répondit-il, se dirigeant déjà vers le bureau. Gabriel acquiesça et se tourna pour sortir, mais s'arrêta à la porte. « Monsieur Auguste ?» Il se retourna, un sourcil levé en signe d'interrogation. Cette partition sur le piano. Chopin nocturne en mi bémol majeur. C'est une pièce sur les souvenirs qui nous visitent dans l'obscurité, mais qui apporte la lumière. Elle sourit doucement. « Peut-être qu'un jour, vous voudrez l'entendre à nouveau. » Avant qu'il ne puisse répondre, Gabriel était déjà parti, laissant Auguste dans un silence qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait étrangement incomplet. Chapitre 3, Secret du passé. Le marché de Mégève bourdonnait d'activité ce matin-là. Des étals colorés présentaient des produits typiques de la région, et l'arôme de vin chaud commençait déjà à parfumer l'air, annonçant le début des festivités de la Saint-Jean. Gabriel circulait entre les étals avec aisance, sélectionnant les ingrédients avec le regard attentif de quelqu'un qui connaît bien son métier. « Ces cèpes sont cueillis dans le massif ?» demanda-t-elle à un homme à l'allure rustique qui tenait l'un des stands. « Oui, madame, des cèpes de nos montagnes. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?»« Non, je travaille au chalet Monnier », répondit Gabriel en examinant les champignons. L'homme haussa les sourcils, surpris. « Chez Monsieur Auguste ? Ça fait longtemps que cet endroit n'a pas reçu de visite. La famille y est réunie aujourd'hui. » Commenta-t-elle nonchalamment, tout en choisissant quelques cèpes. « Ça, c'est une nouvelle, » murmura le vendeur. « Depuis que Madame Clarisse nous a quittés, cet endroit est devenu pratiquement un mausolée. » Gabriel sentit une occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire qui l'intriguait tant. « Ça fait longtemps. 15 ans maintenant, en juin, » répondit l'homme en baissant la voix comme s'il partageait un secret. « C'était pendant la fête de la Saint-Jean, ici même. Une tragédie. Madame Clarisse était très aimée au village. Elle organisait des événements caritatifs, donnait des cours de musique aux enfants défavorisés. Monsieur Auguste ne s'en est jamais remis. Et que s'est-il passé exactement ?» demanda Gabriel, essayant de ne pas paraître indiscrète. L'homme regarda de chaque côté avant de répondre. Un accident sur la route. En rentrant de la fête au village, c'était une nuit d'orage comme celle d'hier. Il soupira. La fille était aussi dans la voiture, mais elle a survécu. On dit que Monsieur Auguste ne lui a jamais pardonné. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment ça, il ne lui a jamais pardonné? Eh bien, c'est la jeune fille qui conduisait. Elle était jeune, venait d'avoir son permis. Elle a insisté pour ramener sa mère à la maison, parce que son père était occupé avec des investisseurs, venus spécialement pour la fête. Depuis, leur relation n'a plus jamais été la même. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Gabriel. L'horloge arrêtée, le piano couvert, la distance entre le père et la fille, l'éloignement du village et de ses célébrations. Une famille figée dans le temps, prisonnière d'un moment de douleur jamais surmonté. Merci pour les cèpes et pour l'histoire.
dit-elle en payant et en s'éloignant, pensive. Elle continua ses courses, mais l'esprit désormais rempli de nouvelles informations. En passant devant un fleuriste, une idée commença à germer. Elle acheta quelques fleurs, non pas un arrangement sophistiqué, mais des fleurs des champs simples, colorées et vibrantes. De retour au chalet, elle trouva Mathieu et Sophie en train de jouer dans le jardin, sous le regard vigilant d'Hélène. Les enfants avaient trouvé un vieux ballon de football dans la remise et improvisaient un match sur la pelouse, bien entretenu. Madame Gabriel appela Sophie en la voyant. « Regardez ce qu'on a trouvé. » La fillette courut vers elle, portant une petite boîte en bois sculpté. Elle était cachée derrière des livres dans la bibliothèque. « Il y a plein de fiches dedans. »« Sophie, ça doit être quelque chose de personnel à ton grand-père, » avertit Hélène en s'approchant rapidement. « Je t'ai déjà dit de ne pas toucher aux affaires de la maison sans permission. »« Laisse-moi voir, » demanda gentiment Gabriel, en posant ses sacs par terre. La boîte était magnifiquement travaillée, avec des motifs floraux sculptés dans le bois sombre. À l'intérieur, il y avait des dizaines de fiches manuscrites, certaines jaunies par le temps. « Ce sont des recettes », s'exclama Sophie en montrant l'une des fiches. « Regarde, il y a même des dessins. » Gabriel examina les fiches avec un intérêt croissant. Ce n'étaient pas de simples recettes, mais un véritable trésor culinaire. Des recettes traditionnelles de Bourgogne, certaines avec des annotations personnelles en marge. Le préféré d'Auguste. Ça, c'est pour les jours de pluie. C'est l'anniversaire d'Hélène. Ça doit être de ta grand-mère, dit doucement Gabriel à Sophie. Hélène prit l'une des fiches et ses yeux s'emplirent de larmes en reconnaissant l'écriture. « Taka, c'est l'écriture de ma mère. Je ne savais pas que papa avait gardé ça. » À ce moment, Auguste apparut à la porte donnant sur le jardin. Son visage se durcit en voyant la boîte ouverte. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix plus tendue que fâchée. « C'est de ma faute, papy. » Et s'empressa de dire Sophie avec sincérité. « Je cherchais des livres dans la bibliothèque et je l'ai trouvé derrière une étagère. » Auguste s'approcha lentement. Tous s'attendaient à une réprimande, mais à la surprise générale, il s'agenouilla simplement à côté de sa petite fille, un mouvement qui semblait lui coûter un certain effort physique, et regarda le contenu de la boîte. « Ta grand-mère adorait cataloguer les recettes, » dit-il, sa voix s'adoucissant. « Elle disait toujours que la nourriture raconte des histoires que les mots ne peuvent pas exprimer. » Hélène regardait son père comme si elle voyait un étranger. Elle l'avait rarement entendu parler de sa mère au cours des 15 dernières années, et jamais sur ce ton presque affectueux. Elle faisait un gâteau au maïs que j'adorais quand j'étais petite. Puis on commenta Hélène, testant le terrain de cette ouverture inattendue. Avec de l'anis et un sirop d'orange, compléta Auguste en prenant l'une des fiches. La voilà. Un silence confortable plana entre eux pendant quelques instants. Un rare moment de connexion familiale qui ressemblait à un petit miracle. Gabrielle assistait à la scène avec un sourire discret, consciente d'être le témoin de quelque chose de significatif. « Monsieur Monnier, » dit-elle finalement, « j'ai trouvé des ingrédients merveilleux au marché. Je pensais préparer quelques recettes traditionnelles pour le déjeuner. Peut-être pourrions-nous utiliser une de ces recettes de la boîte. » Auguste hésita, regardant les fiches comme si elles contenaient non seulement des recettes, mais des fragments d'une vie qu'il s'était efforcé de garder sous clé. Finalement, il acquiesça lentement. « Le gâteau au maïs, » dit-il en tendant la fiche à Gabriel. « C'était une tradition pour nos fêtes de la Saint-Jean. » Hélène cligna rapidement des yeux, essayant de cacher l'émotion que la déclaration de son père avait provoquée. Sophie, percevant l'atmosphère, chargée prit instinctivement la main de son grand-père. « Je peux aider à faire le gâteau, papy ?» demanda-t-elle avec la simplicité propre aux enfants. Un bref sourire, presque imperceptible, passa sur les lèvres d'Auguste. « Demande à Madame Gabriel. La cuisine est son royaume maintenant. »« Je serai honoré d'avoir ton aide, » répondit Gabriel en faisant un clin d'œil à la fillette. « Et de votre supervision aussi, monsieur, si vous le souhaitez. » Auguste parut momentanément déconcerté par l'invitation, mais fut sauvé de répondre par le son d'une voiture qui approchait. « Ça doit être Romain, » dit-il en reprenant sa posture formelle. « Je lui ai demandé d'apporter quelques documents du bureau. » Il s'éloigna rapidement, laissant derrière lui une Hélène visiblement confuse par le changement de comportement de son père. Gabriel ramassa les sacs et la boîte de recettes. « Nous allons préparer un déjeuner spécial, »
dit-elle à Sophie. « Tu peux être mon assistante officielle. » Dans la cuisine, tandis qu'elle organisait les ingrédients, Gabrielle fut surprise par Marthe. « J'ai vu que vous aviez trouvé la boîte de recettes de Madame Clarisse, » dit la gouvernante en l'aidant à ranger les courses. « C'est la petite Sophie qui l'a trouvée. » Monsieur Auguste a semblé, touché. Marthe acquiesça pensivement. C'est la première fois en 15 ans que je le vois parler de sa femme sans cette amertume. J'ai toujours pensé qu'il avait besoin de se réconcilier avec ses souvenirs, mais qui suis-je pour le dire? Vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Demanda Gabrielle en mesurant la farine pour le gâteau. 32 ans. J'ai vu la petite Hélène naître, grandir, se marier. J'ai vu cette famille heureuse, puis brisée. Marthe soupira profondément. L'accident a tout changé. Monsieur Auguste s'est refermé comme une huître. Il s'est plongé dans le travail, a développé ses affaires. Mais c'était comme s'il ne faisait qu'exister, pas vivre. Et Hélène, comment a-t-elle géré tout ça? Imaginez perdre votre mère et en même temps votre père. Car c'est ce qui s'est passé. Monsieur Auguste était là physiquement, mais il était parti émotionnellement. La culpabilité qu'il a fait porter à la petite. Marthe s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. La culpabilité de l'accident? Insista doucement Gabrielle. Marthe ajusta son tablier mal à l'aise. Il ne m'appartient pas de parler de ces choses. Mais je peux dire qu'il y a des blessures qui n'ont jamais été guéries dans cette famille, seulement recouvertes. Le bruit de pas d'enfant interrompit la conversation. Sophie entra en courant dans la cuisine, suivie de Mathieu. « On est prêt à aider », annonça joyeusement la fillette. « Maman a dit qu'on pouvait, à condition de ne pas déranger. » Gabrielle sourit, mettant un petit tablier à Sophie. « Tu arrives au bon moment. Nous sommes sur le point de commencer le fameux gâteau au maïs de ta grand-mère. » Tandis que les enfants s'impliquaient avec enthousiasme dans la préparation du gâteau, Gabrielle réfléchissait à tout ce qu'elle avait découvert. Une famille fragmentée par une tragédie, figée dans le temps, chacun portant son fardeau silencieux de culpabilité et de douleur. Et au centre de tout, Auguste Monnier, un homme qui avait transformé sa maison en un mausolée dédié à un passé qu'il refusait d'enterrer. Dans le bureau, Auguste examinait des documents avec Romain, son assistant personnel. Mais son esprit restait dans le jardin, sur l'image de la boîte de recettes, les yeux émus d'Hélène, le contact innocent de Sophie, et étonnamment, sur le visage expressif de la nouvelle chef, avec sa franchise désarmante et cette étrange capacité à poser des questions que personne d'autre n'osait formuler. « Tout va bien, monsieur ?» demanda Romain, remarquant sa distraction. « Oui », répondit-il automatiquement. « Finalisez simplement ces contrats pour lundi. Aujourd'hui, nous avons des invités à la maison. » Romain haussa les sourcils, surpris par l'hésitation de son patron, normalement si direct et décidé. « Votre fille est venue avec sa famille ?»« C'est formidable, monsieur. » Auguste regarda son jeune assistant, surpris par la remarque. « Oui, c'est agréable d'avoir à nouveau la maison pleine. » C'était la première fois depuis des années qu'il admettait une telle chose, et cette prise de conscience le déstabilisa momentanément. Il se tourna vers la fenêtre, qui donnait sur le jardin où ses petits-enfants couraient maintenant autour d'un vieux chêne. « Romain, appela-t-il toujours de dos, annulez mes rendez-vous jusqu'à lundi. »« Tous ? Y compris la visioconférence avec les investisseurs allemands ?»« Taus » confirma Auguste. « Dites qu'il y a eu des affaires familiales urgentes. » Quand l'assistant fut parti, Auguste resta à la fenêtre observant l'animation du jardin. Soudain, son regard fut attiré par un mouvement dans la cuisine, visible à travers la porte vitrée. Gabrielle et Sophie mélangèrent quelque chose dans un bol en riant, tandis qu'Hélène observait avec un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un instant fugace, la scène se superposa à un souvenir. Clarisse et Hélène, des années plus tôt, préparant des friandises pour une fête de la Saint-Jean, le même rire, le même éclat dans les yeux. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine, mais cette fois, quelque chose de différent s'y mêlait. Non seulement l'amertume habituelle, mais une pointe presque oubliée de nostalgie, non pas pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il aurait pu préserver et ne l'avait pas fait. L'arôme du gâteau au maïs commença à se répandre dans la maison, réveillant des souvenirs qu'il croyait enterrés pour toujours. Auguste ferma les yeux, se permettant pour la première fois depuis longtemps de ressentir sans résister. Chapitre 4. Lien brisé. Le déjeuner fut servi dans la grande salle à manger, où la table en acajou poli,
dressé avec la plus belle porcelaine de la maison, accueillait la famille Monnier. La lumière de midi entrait par les hautes fenêtres, créant des motifs dorés sur le parquet sombre. Gabrielle s'était surpassée pour le menu. En plus du traditionnel gâteau au maïs, elle avait préparé une matelote de truite locale, du riz au lait de coco et une salade de jeunes pousses avec du fromage de Savoie. « C'est absolument délicieux !» te complimenta Robert, posant enfin son téléphone pour se concentrer sur le repas. « Vous avez un talent extraordinaire, mademoiselle Gabrielle. »« Appelez-moi simplement Gabrielle, s'il vous plaît, » répondit-elle avec un sourire, servant un peu plus de jus à Sophie. « Les recettes sont merveilleuses en elles-mêmes. Je ne fais que les exécuter avec soin. La modestie est une vertu rare de nos jours. » commenta Auguste, surprenant tout le monde en engageant la conversation. « Mais le talent authentique doit être reconnu. Ce repas ravive des souvenirs. » Hélène regarda son père, étudiant son visage comme si elle cherchait les signes d'un piège. Au cours des 15 dernières années, toute mention du passé était un terrain miné entre eux. « Mathieu, tu t'es servi des légumes ?» demanda-t-elle, détournant le sujet. « Maman, je déteste les brocolis, » protesta le garçon. « Je les détestais aussi à ton âge, » commenta Auguste nonchalamment. « Ta grand-mère avait l'habitude de les cacher dans la purée de pommes de terre pour me les faire manger. » Le silence qui suivit fut presque palpable. C'était la deuxième fois de la journée qu'Auguste mentionnait Clarisse sur un ton de réminiscence affectueuse et non de deuil amer. « Tu n'aimais pas les légumes, papy ?» Ça demanda Sophie, enchantée par cette révélation sur son grand-père. « Pas du tout, » répondit-il avec un léger sourire. « Je préférais les sucreries, surtout celles de la Saint-Jean. Le nougat était mon préféré. »« Fais-tu moi aussi ?» s'exclama la fillette, les yeux brillants de cette affinité découverte. « J'ai entendu dire que la fête de la Saint-Jean du village commence ce soir, » commenta Gabrielle en ramassant quelques assiettes. « On dit que c'est l'une des plus traditionnelles de la région. » Une tension subtile parcourut la table. Hélène lança un regard d'avertissement à Gabrielle, qui réalisa trop tard qu'elle avait abordé un sujet délicat. « On peut y aller, papa ?» demanda Sophie, excitée par l'idée. « Fais-toi une liste, Thomas, s'il te plaît. Je ne sais pas si ton grand-père serait d'accord. » Commença Hélène. « En fait, » l'interrompit Auguste, surprenant à nouveau tout le monde, « nous pourrions peut-être y faire un tour plus tard, brièvement. » Hélène faillit renverser son verre d'eau. « Tu veux aller à la fête de la Saint-Jean? Après toutes ces années, dis-moi, Marco. » Un silence embarrassant s'installa dans la pièce. Robert se racla la gorge, mal à l'aise face à la mention directe de l'isolement auto-imposé d'Auguste. « Je pense que les enfants aimeraient, » répondit-il simplement. « Et la tradition fait partie de l'identité culturelle de la région. Ce serait éducatif pour eux. » C'était une justification formelle, presque professionnelle, mais tous à table reconnurent en ce qu'elle représentait réellement, un premier pas hors de la forteresse émotionnelle qu'il avait construite autour de lui. « Eh bien, dans ce cas, » dit Robert, essayant de détendre l'atmosphère, « nous pouvons tous y aller ensemble, une sortie en famille. » Gabrielle observait la scène avec intérêt, notant les couches d'émotions non exprimées sous l'apparente normalité de la conversation. Il y avait là une dynamique familiale complexe, tissée de fils de culpabilité, de ressentiment et de douleurs non traitées. « Je vais préparer un panier avec quelques encas à emporter, » proposa-t-elle. « Si cela ne vous dérange pas bien. »« Ce serait parfait, » répondit Hélène, semblant sincèrement reconnaissante pour cette intervention qui adoucissait le moment. « Nous pourrons y aller en fin d'après-midi, quand il fera plus frais. » Après le déjeuner, tandis que les enfants se reposaient dans leur chambre, Gabrielle organisait la cuisine quand elle remarqua la présence d'Hélène à la porte. « Je peux aider ?» proposa la jeune femme en entrant timidement dans la pièce. « Bien sûr, toute aide est la bienvenue, » répondit Gabrielle avec un sourire accueillant. « Pouvez-vous me passer ces récipients ?» Elles travaillèrent en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Hélène prenne enfin la parole. « Vous semblez avoir un effet intéressant sur mon père. » Gabrielle continua à essuyer soigneusement la vaisselle, laissant à Hélène l'espace de continuer. « Il ne parle pas de ma mère depuis des années. » Pas de manière positive, en tout cas. Hélène rangea un plat dans le placard, évitant le contact visuel. « Et il n'a absolument jamais accepté d'aller à la fête de la Saint-Jean depuis qu'elle est partie. »« Car ce sont peut-être les enfants. » suggéra délicatement Gabrielle.
Ils ont une façon naturelle de faire tomber les barrières. « Non », répondit Hélène en secouant la tête. « C'est plus que ça. C'est comme si votre présence l'autorisait en quelque sorte à revisiter le passé sans toute l'amertume habituelle. » Elle regarda enfin Gabriel, ses yeux révélant un mélange d'espoir et de méfiance. « Pourquoi? Que venez-vous vraiment faire ici ?» La question directe prit Gabriel par surprise. « Je suis venu travailler comme chef, comme votre père m'a engagé. » Ah, mon père n'a jamais engagé de chef auparavant. Il a toujours considéré cela comme un luxe inutile. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous? Il y avait une suspicion dans les mots d'Hélène, qui fit que Gabriel arrêta ce qu'elle faisait et la regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, mais je suis venu ici pour des raisons professionnelles. Je reconstruis ma carrière après. » Elle hésita. « Après une période difficile, votre père m'a offert une opportunité, et je l'ai acceptée. » Hélène étudia le visage de Gabriel pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme complexe. « Désolée si j'ai semblé accusatrice. C'est juste que... Comprenez-moi, cette maison est un mausolée depuis 15 ans. Soudain, en moins de 24 heures depuis votre arrivée, mon père mentionne ma mère avec affection, accepte d'aller à la fête de la Saint-Jean et sourit même à mes enfants. C'est déconcertant. » Gabriel se détendit un peu, comprenant mieux la réaction défensive d'Hélène. « Je crois que parfois, un étranger peut servir de catalyseur, simplement parce qu'il n'est pas prisonnier des mêmes schémas. Je ne porte pas votre histoire, donc je peux poser des questions ou faire des suggestions qui sembleraient impensables venant d'un membre de la famille. »« Vous savez pour l'accident ?» demanda brusquement Hélène. « J'ai entendu quelques bribes au marché ce matin, » admit Gabriel. « Que votre mère est partie pendant une fête de la Saint-Jean dans un accident de voiture. » Hélène prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « C'est moi qui conduisais, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Nous nous étions disputés. Elle voulait rester plus longtemps à la fête. J'étais fatigué et irritable. Il pleuvait beaucoup. J'ai été distraite une seconde. » Sa voix se brisa. « Papa n'a jamais dit en toutes lettres qu'il m'en voulait, mais il n'en a jamais eu besoin. C'est dans ses yeux depuis 15 ans. » Gabriel posa doucement la main sur le bras d'Hélène. « Je suis désolé. Ce doit être un fardeau terrible à porter. Le pire, ce n'est pas la culpabilité, » continua Hélène, les larmes coulant maintenant librement. « C'est de savoir que je les ai perdus tous les deux cette nuit-là. Ma mère dans l'accident, mon père à cause du ressentiment. Il a simplement disparu émotionnellement. Il est devenu cet homme froid, obsédé par le travail qui connaît à peine mes enfants. » À ce moment, un bruit à la porte fit se retourner les deux femmes. Auguste se tenait là, son visage un masque impénétrable. Depuis combien de temps écoutait-il? Impossible de le dire. « Papa » commença Hélène, essuyant précipitamment ses larmes. « Romain m'a appelé, » dit-il, sa voix étrangement contrôlée. « Il y a un problème avec l'hôtel de Paris qui nécessite ton expertise juridique, Robert. Vous devriez y aller maintenant pour régler ça, avant que ça ne devienne une crise majeure. » C'était une excuse transparente, une façon de chasser la famille après le moment de vulnérabilité dont il avait été témoin. Hélène regarda son père, la blessure évidente dans ses yeux. « Bien sûr, » répondit-elle froidement, « nous allons faire nos valises et partir immédiatement. Nous ne voulons pas perturber tes affaires. » Elle quitta la cuisine sans un regard en arrière, laissant Auguste et Gabriel dans un silence chargé. « C'était inutilement cruel, » dit Gabriel après quelques instants. Auguste la dévisagea froidement. « Pardon ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit, ce qu'elle ressent, et votre réponse a été de la repousser encore plus, comme moi. Je ne me souviens pas vous avoir demandé votre opinion sur ma relation avec ma fille, mademoiselle Fournier. » Gabriel soutint son regard. « C'est vrai, vous ne l'avez pas fait, mais je vais vous la donner quand même. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir subi une perte cette nuit-là. » L'expression d'Auguste se durcit. « Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Je sais que votre femme est partie dans un accident et qu'Hélène conduisait. Je sais que depuis, vous avez gelé votre vie et celle de cette maison. Je sais qu'il y a un piano couvert, une horloge arrêtée, et une fille qui croit que son père la blâme pour la plus grande tragédie de leur vie. Oh, assez. » La voix d'Auguste tonna dans la cuisine. « Vous êtes ici depuis moins d'une journée. Vous n'avez pas le droit de juger ou de donner votre avis sur des sujets que vous ne comprenez pas. »« Je ne juge pas. » Chut, répondit Gabriel en gardant son calme. « J'observe. Et ce que je vois,
C'est une famille qui a besoin de parler, pas de continuer à éviter la douleur. Auguste la fixa un long moment, son visage un champ de bataille d'émotions contenues. Finalement, sans un mot de plus, il se retourna et quitta la cuisine. Gabrielle soupira profondément, se demandant si elle avait dépassé les bornes. Ce n'était pas dans sa nature d'interférer dans les affaires familiales des autres, mais il y avait quelque chose dans cette maison, dans cette famille brisée qui la touchait profondément. À l'étage, on pouvait entendre les voix d'Hélène et de Robert discuter à voix basse, tandis que les enfants protestaient contre ce départ anticipé. « Mais papy a dit qu'on irait à la fête de la Saint-Jean », insistait Sophie, sa voix résonnant dans le couloir. « Il y a eu un changement de programme, ma chérie », répondit Hélène, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Papa a un problème au travail que nous devons régler. »« Il y a toujours un problème », se plaignit Mathieu. « On ne peut jamais rien faire d'amusant à cause du travail. » Gabrielle resta dans la cuisine, préparant le panier qu'elle avait promis, même si elle savait qu'il ne serait probablement pas utilisé. Elle travaillait méthodiquement, trouvant dans cette activité un refuge pour sa propre agitation intérieure. Après un certain temps, elle entendit le bruit de valises traînées et des voix dans le hall d'entrée. Elle sortit de la cuisine à temps pour voir Hélène et Robert prendre congé de Marthe, tandis que les enfants affichaient des mines désolées. Madame Gabrielle, appela Sophie en la voyant. « On ne va plus à la fête de la Saint-Jean. »« Je sais, ma chérie, » répondit Gabrielle en s'approchant. « Mais je garderai la recette du gâteau au maïs pour qu'on le fasse la prochaine fois que tu viendras. » Hélène regarda Gabrielle avec une expression complexe, un mélange de gratitude et de ressentiment. « Merci pour le déjeuner. C'était révélateur. »« Où est mon père ?» demanda-t-elle à Marthe, qui se contenta de pointer vers l'étage avec un regard résigné. « Dites-lui que nous avons dit au revoir, » ordonna Hélène, sa voix maintenant froide et distante. « T'allez ça avec ici. Allons, donne les enfants. » Sophie courut pour serrer Gabrielle dans ses bras avant de partir. « Tu vas prendre soin de papy, n'est-ce pas ?» Il a l'air si triste. La question innocente toucha profondément Gabrielle. « Je ferai de mon mieux, » répondit-elle doucement. Quand la famille fut partie, la maison sembla soudainement revenir à son état antérieur, silencieuse, lourde de souvenirs non dits. Gabrielle retourna à la cuisine pour finir de ranger, mais s'arrêta en entendant un son venant du salon, des pas lents, hésitants. Suivant le son, elle trouva Auguste debout devant le piano couvert. Il ne remarqua pas sa présence, absorbé dans ses propres pensées. D'un mouvement lent, presque révérencieux, il tendit la main et toucha le tissu qui recouvrait l'instrument, mais ne le retira pas. Gabrielle recula silencieusement, comprenant qu'elle était témoin d'un moment privé. En retournant à la cuisine, une pensée prit forme dans son esprit. Ce qu'il y avait dans cette maison n'était pas seulement du deuil, mais une histoire inachevée, un dialogue interrompu entre un père et sa fille, qui avait désespérément besoin d'être repris. Et d'une manière ou d'une autre, réalisa-t-elle, elle était devenue une partie de cette histoire. Chapitre 5. Mélodie du passé. Le crépuscule teintait le ciel de nuances orangées lorsque Gabrielle termina enfin d'organiser la cuisine. Le chalet, Monnier avait retrouvé son silence habituel après le départ d'Hélène et de sa famille. Auguste s'était enfermé dans son bureau et Marthe circulait dans la maison avec sa discrétion coutumière, réorganisant les chambres d'amis, comme pour effacer les traces de la brève réunion familiale. Gabrielle se sentait étrangement agitée. En une seule journée, elle avait été témoin de l'effondrement et de la reconstruction de murs émotionnels qui semblaient avoir mis des années à être érigés. Elle savait qu'elle devait garder ses distances, respecter les limites établies par son employeur, mais quelque chose en elle refusait de simplement assister à l'éclatement de cette famille. En rangeant les derniers ustensiles, elle remarqua que la boîte de recettes de Clarisse était toujours sur le plan de travail de la cuisine. Hélène l'avait oubliée, ou peut-être l'avait-elle laissée intentionnellement, intimidée par la réaction de son père. Gabrielle ouvrit de nouveau la boîte, feuilletant les fiches avec soin. Ce n'était pas seulement des recettes qu'elle tenait entre ses mains, réalisa-t-elle, mais des fragments de l'histoire d'une famille heureuse. Une fiche en particulier attira son attention. Elle ne contenait pas de recettes, mais un petit poème, écrit de la même écriture élégante. Les notes que nous jouons ensemble demeurent dans l'air même quand le silence nous sépare. La mélodie continue,
dans chaque recoin de cette maison, dans chaque battement de mon cœur. Au dos de l'affiche, une date. Pour Auguste, pour notre 25e anniversaire de mariage. La date coïncidait avec la période juste avant l'accident. La boîte à la main, Gabriel se dirigea vers la salle du piano. La pièce était partiellement éclairée par le soleil couchant, créant des ombres allongées sur le parquet. Le piano restait couvert de son drap blanc, une présence silencieuse qui dominait la pièce. Elle s'approcha lentement de l'instrument. Avec précaution, elle posa la boîte de recettes dessus et, après un moment d'hésitation, retira le drap qui le couvrait. L'ancien Steinway se révéla dans toute sa beauté, un bois sombre, méticuleusement poli malgré les années sans utilisation. Sur le pupitre, les feuilles jaunies du nocturne de Chopin qu'elle avait mentionné à Auguste plus tôt. Ses mains planèrent un instant au-dessus des touches, hésitantes. Puis doucement, elle commença à jouer. Les premières notes sortirent tremblantes. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas pratiqué. Mais elle trouva bientôt le rythme de la pièce. La mélodie mélancolique emplit la salle. Des notes qui semblaient danser avec les particules de poussière, visibles dans la lumière dorée du crépuscule. La musique coulait de ses doigts, comme si l'instrument était simplement endormi et non mort. À un certain moment, elle ferma les yeux, se laissant emporter par l'émotion de la pièce, par l'histoire qu'elle semblait raconter. Une histoire de beauté, de perte et de souvenirs qui refusaient de s'estomper. Elle ne remarqua la présence d'Auguste que lorsque la dernière note se dissipa dans l'air. Il se tenait à la porte, son visage un masque impénétrable, mais ses yeux révélaient une tempête d'émotions. « Je vous demande pardon, » dit Gabriel, se levant précipitamment du tabouret. « Je n'aurais pas dû jouer sans permission. Vous aviez dit que vous ne jouiez pas bien, » répondit-il, sa voix étrangement calme. « Et c'est le cas, pas comme il le faudrait. Ma mère disait que je manquais de discipline, même si j'avais des sentiments à revendre. » Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par l'écho fantomatique des notes qui semblaient encore vibrer dans l'air. « Clarisse disait la même chose de moi, » commenta finalement Auguste, « que je ressentais trop la musique pour me tenir rigoureusement aux partitions. Elle était la technique parfaite. J'étais l'auditeur parfait. » Il s'approcha lentement du piano, ses pas lourds sur le parquet. D'une main, il toucha légèrement la surface polie. « On n'avait pas joué sur ce piano depuis 15 ans, » dit-il presque pour lui-même. « Depuis qu'elle... » Gabrielle resta silencieuse, lui laissant l'espace de continuer s'il le souhaitait. « J'ai trouvé le poème, » dit-elle doucement, lorsque le silence se prolongea. « Au milieu des recettes. » Auguste regarda l'affiche sur le piano, la reconnaissant instantanément. Un sourire triste se forma sur ses lèvres. Clarisse adorait me cacher des messages. Dans les livres, les partitions entre les recettes. C'était notre petit jeu. Elle disait que comme ça, même les jours où nous ne nous voyions pas à cause du travail, je trouverais des morceaux d'elle dans la maison. Il prit l'affiche, caressant l'écriture du bout des doigts. Celui-ci était le dernier. Je l'ai trouvé 3 jours après son départ. Le soleil avait presque entièrement disparu maintenant, laissant la pièce dans la pénombre. Aucun des deux ne songea à allumer les lumières. J'aurais dû conduire cette nuit-là. Continua Auguste, sa voix basse mais ferme. C'était ma responsabilité de les ramener à la maison. Mais il y avait des investisseurs importants à la fête, des gens qui pouvaient développer nos affaires à l'étranger. J'ai demandé à Clarisse d'attendre. Juste 1 heure de plus. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'Hélène pouvait la ramener. Gabriel écoutait en silence, comprenant le poids des révélations qui étaient partagées. Hélène venait d'avoir son permis. Elle était si fière. Elle voulait montrer à sa mère à quel point elle était déjà responsable. Et moi, j'ai permis ça. J'ai privilégié les affaires, comme toujours. Sa voix se brisa légèrement. Quand j'ai reçu l'appel, le monde s'est arrêté. L'horloge de la cheminée marquait exactement 23h47. C'est pour ça que vous la maintenez arrêtée à cette heure, constata doucement Gabriel. Auguste acquiesça. À l'hôpital, Hélène était en état de choc. Elle répétait sans cesse que c'était sa faute, qu'elle avait été distraite 1 seconde. Un camion? La pluie? La route glissante. Il prit une profonde inspiration. Et tout ce que je pouvais penser, c'était « ça aurait dû être moi ». La culpabilité que vous portez n'est pas différente de celle que porte Hélène, observa Gabriel. La différence, répondit-il avec amertume, c'est qu'elle a continué à vivre. Elle s'est mariée, a eu des enfants, a construit une vie. Tandis que moi, tandis que vous avez figé le temps à ce moment-là, compléta Gabriel.
L'horloge arrêtée, le piano réduit au silence, les fêtes de la Saint-Jean évitées. Ah ouais, c'est facile de juger de l'extérieur. Répondit-il, une pointe d'irritation dans la voix. Je ne juge pas. J'observe simplement qu'en vous punissant, vous avez aussi puni Hélène. La différence, Pam, c'est qu'elle, en plus de la culpabilité de l'accident, porte aussi la culpabilité d'avoir survécu, d'être allé de l'avant. Chaque fois que vous vous renfermez, chaque fois que vous évitez de connaître vos petits-enfants, chaque fois que vous traitez les moments heureux comme une trahison à la mémoire de Clarisse, vous renforcez en elle le sentiment qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Les mots de Gabriel flottaient entre eux comme une vérité longtemps évitée. Auguste ferma les yeux un instant, comme pour absorber leur impact. « Vous parlez comme si vous connaissiez la douleur », dit-il finalement. Gabriel détourna le regard vers les touches du piano, une ombre traversant son visage. « Je la connais, de différentes manières, mais je la connais. » Quelque chose dans sa façon de le dire éveilla la curiosité d'Auguste. Pour la première fois depuis son arrivée, il la regarda vraiment, non pas comme une employée ou une intruse, mais comme une personne avec sa propre histoire. « Qu'est-ce qui vous a vraiment amené à Mégève, Gabriel? Et ne me dites pas que c'était juste une opportunité professionnelle. » Elle sourit légèrement, sans joie. « Chercher un nouveau départ, je suppose. » Comme je l'ai dit, je travaillais à Lisbonne jusqu'à récemment. J'avais une carrière prometteuse, une relation qui semblait solide. Elle fit une pause, réorganisant ses pensées, jusqu'à ce que tout s'effondre en même temps. La relation s'est terminée quand j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre depuis des mois, et le restaurant où je travaillais a fermé pour des problèmes financiers. En 2 semaines, j'ai perdu mon amour et mon travail. « Je suis désolé », dit Auguste avec une sincérité inattendue. Je suis rentré en France sans savoir exactement quoi faire. Une amie qui travaille dans la gastronomie m'a dit qu'un homme d'affaires à Mégève cherchait une chef privée. Ça a semblé le destin. Elle hésita. « Mais il y a plus. » Auguste haussa un sourcil en signe d'interrogation silencieuse. « Ma mère était pianiste, » continua Gabriel. « J'ai grandi entouré de musique classique, rêvant de suivre ses pas. Quand elle est tombée malade, j'ai vendu son piano pour payer son traitement. Elle ne me l'a jamais pardonné. Elle disait que j'avais vendu son âme. » Ses yeux s'emplirent de larmes contenues. Elle est partie en croyant que je l'avais trahie. « Et vous vous en voulez ?» conclut Auguste. « Tous les jours, de ne pas avoir trouvé une autre solution, de ne pas avoir été assez forte. » Elle essuya une larme. « Quand j'ai vu votre piano couvert, quand j'ai appris l'histoire qui se cachait derrière, quelque chose a résonné en moi. Comme si, d'une certaine manière, je pouvais aider à guérir une blessure semblable à la mienne. » Le crépuscule avait maintenant laissé place à la nuit complète. La pleine lune jetait une lumière argentée à travers les fenêtres, illuminant le piano d'un éclat presque surnaturel. « Vous devriez appeler Hélène, » dit Gabriel, après quelques instants de silence. « Partagez. Lui dire que vous êtes désolé de la façon dont les choses se sont terminées aujourd'hui. Que vous aimeriez réessayer. » « Je ne sais pas si elle répondrait, » répondit Auguste, une trace de vulnérabilité dans la voix. « Ça vaut la peine d'essayer. 15 ans, c'est trop long pour que 2 personnes portent des culpabilités qui pourraient être partagées, comprises, peut-être même pardonnées. » Il ne répondit pas, mais son silence n'était plus un déni, juste de la contemplation. « Je vais préparer quelque chose de léger pour le dîner, » dit Gabriel en se levant. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous savez, on dit que les maisons gardent les souvenirs. Mais je crois qu'elles gardent aussi des possibilités, de nouveaux départs, de réconciliation, de portes qui s'ouvrent quand on s'y attend le moins. » Seul à nouveau, Auguste resta à côté du piano, la main toujours sur le bois poli. L'affiche avec le poème de Clarisse reposait sur les touches. Un rappel silencieux d'un amour qui, bien qu'interrompu, avait laissé des marques profondes. Des marques qui, réalisa-t-il maintenant, n'avaient pas besoin d'être seulement des cicatrices, mais aussi des points de départ. Avec des mouvements lents, encore hésitants, il s'assit sur le tabouret du piano. Il ne joua aucune note. Cette étape semblait encore trop lointaine, mais il se permit simplement d'être là, dans l'espace qui avait été autrefois le cœur de la maison, l'endroit où Clarisse créait ses mélodies, où Hélène avait appris ses premières notes. Dans la cuisine, Gabriel préparait une soupe simple, donnant à Auguste le temps et l'espace dont il avait besoin. Travailler avec les aliments avait toujours été son refuge, sa façon de traiter les émotions et, d'une certaine manière,
de communiquer ce que les mots ne pouvaient exprimer adéquatement. En coupant les légumes, elle pensait à son propre parcours, aux raisons qui l'avaient amenée jusqu'ici. Ce n'était pas seulement le destin ou la coïncidence, c'était aussi une quête de rédemption, d'un lieu où elle pourrait affronter ses propres fantômes, tout en aidant, peut-être, d'autres à affronter les leurs. Le son du téléphone qui sonnait interrompit ses pensées. De la cuisine, elle pouvait entendre la voix grave d'Auguste, d'abord hésitante, puis plus ferme. « Hélène ? Oui, c'est moi. Je t'ai appelé pour te dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'aurais pas dû agir de cette manière. » Une longue pause, pendant laquelle Gabriel pouvait imaginer la surprise d'Hélène à l'autre bout du fil. « Non, ce n'est pas tout. Je voulais savoir si vous pouviez revenir. Demain, peut-être. Il y a une conversation que nous aurions dû avoir il y a 15 ans. Une autre pause, plus brève. Oui, les enfants aussi, bien sûr. En fait, j'aimerais les emmener à la fête de la Saint-Jean, comme je l'avais promis à Sophie. » La voix se rapprocha de la cuisine, et Gabriel feignit une concentration totale sur les légumes qu'elle coupait. « Oui, je suis sérieux. » Continua Auguste. « Je pense qu'il est temps de laisser certaines choses dans le passé, et d'en récupérer d'autres. » Une dernière pause, suivie d'un soupir qui semblait porter le poids des années. « Merci, Hélène. À demain, alors ?» Quand il entra dans la cuisine, Gabriel leva les yeux des carottes qu'elle éminçait. « Ils viennent demain », annonça Auguste, une vulnérabilité dans sa voix qu'il n'essayait plus de cacher. Hélène a semblé surprise, mais elle a accepté. « Oh, c'est un bon début », répondit Gabriel avec un sourire sincère. « Je ne sais pas exactement quoi lui dire après tout ce temps. La vérité est toujours un bon point de départ, même si c'est difficile, même si ça fait mal. » Auguste acquiesça lentement, observant Gabriel préparer le repas avec la même concentration avec laquelle elle avait joué du piano plus tôt. Il y avait un lien entre les deux activités, réalisa-t-il. Toutes deux étaient des formes de communication, d'expression, de connexion avec des souvenirs et des émotions profondes. « Merci, » dit-il finalement, « pour le dîner. »« Il n'est même pas encore prêt, » plaisanta-t-elle. « Pour avoir joué du piano, » répondit Auguste sérieusement, « pour avoir ouvert une porte que j'ai gardée fermée bien trop longtemps. » À l'extérieur du chalet, la pleine lune baignait le jardin de sa lumière argentée. Dans le village en contrebas, les premières lumières colorées de la fête de la Saint-Jean commençaient à briller, appelant les habitants et les touristes aux célébrations traditionnelles. Qu'à l'intérieur de la maison, qui avait si longtemps été un monument à la douleur, quelque chose commençait à changer, lentement, avec hésitation mais de manière inexorable, comme les premières notes d'une mélodie oubliée depuis longtemps qui recommence à être jouée. Chapitre 6. La fête de la Saint-Jean. Le matin arriva avec une luminosité différente au chalet Monnier. Ou peut-être était-ce seulement la perception d'Auguste qui avait changé. En ouvrant les rideaux de sa chambre, il observa le jardin baigné par la lumière dorée du soleil. Les arbres qu'il remarquait à peine semblaient maintenant plus vivants, plus présents. La montagne en arrière-plan, avec son imposante majesté silencieuse, semblait l'observer comme une vieille connaissance qui attend patiemment d'être reconnue. Sa nuit avait été agitée, remplie de rêves fragmentés, où les visages du passé et du présent se mélangeaient. Clarisse jouant du piano pendant que Sophie dansait autour, Hélène conduisant sous une pluie torrentielle. Gabriel déposant des fleurs sur une tombe sans nom. Il s'était réveillé plusieurs fois, le cœur battant, pour se souvenir ensuite de l'appel à Hélène, de la promesse d'une nouvelle rencontre, d'une conversation reportée depuis 15 longues années. Il descendit les escaliers d'un pas lourd, encore incertain de la journée à venir. Dans le salon, il remarqua immédiatement que le piano était toujours découvert. Gabriel n'avait pas remis le drap blanc après leur conversation de la veille. L'instrument semblait maintenant une présence vivante dans la maison, et non plus un monument couvert de deuil. Dans la cuisine, il trouva Gabriel déjà en pleine activité, préparant quelque chose qui dégageait un arôme invitant de cannelle et de café. « Bonjour », salua-t-elle avec un sourire chaleureux. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Raisonnablement », répondit-il en s'asseyant à la table de la cuisine, un geste inhabituel pour quelqu'un qui avait toujours pris ses repas dans la salle à manger formelle. « Que préparez-vous ?»« Un gâteau à la cannelle et au café. Une recette de ma grand-mère, parfaite pour les matins de réflexion. » Elle lui fit un clin d'œil complice en lui servant une tasse de café. « J'ai parlé à Marthe tout à l'heure. Elle est allée au marché chercher quelques ingrédients pour le déjeuner.
J'ai pensé préparer quelque chose de spécial pour l'arrivée de votre famille. Auguste acquiesça, l'observant travailler. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa manière de se mouvoir dans la cuisine, avec détermination, précision et une sorte de joie contenue qui semblait imprégner tout ce qu'elle touchait. « À quelle heure viennent-ils » demanda Gabriel en mettant le gâteau au four. Hélène a dit qu'ils arriveraient vers midi. Il hésita. « Je suis nerveux. C'est ridicule de me sentir ainsi avec ma propre fille. » Et ce n'est pas ridicule, c'est humain. Gabriel s'assit en face de lui, tenant sa propre tasse de café. Vous êtes sur le point d'ouvrir des portes qui sont restées fermées très longtemps. Il est naturel de ressentir de l'appréhension. Et s'il est trop tard, demanda-t-il, exprimant la crainte qui l'avait hanté toute la nuit. Et si les dégâts sont irréparables? Gabriel considéra la question avec sérieux. Le fait qu'Hélène ait accepté de venir signifie déjà quelque chose. Elle aussi veut cette réconciliation, même si elle ne sait peut-être pas exactement comment y parvenir. Elle but une gorgée de café avant de continuer. Vous savez, en cuisine, il y a des plats qui ont besoin de temps, des sauces qui réduisent lentement, des viandes qui doivent mariner, des pâtes qui doivent reposer. Le temps n'est pas un ennemi, il fait partie du processus. Auguste réfléchit à la métaphore, trouvant du réconfort dans la simplicité de l'analogie. « Et si je ne sais pas quoi dire? Commencez par le début, et suggéra-t-elle. Dites la vérité, que vous êtes désolé, que vous avez porté votre propre culpabilité toutes ces années, que vous n'avez jamais su comment exprimer la douleur sans en causer davantage. » Elle sourit gentiment. Les mots justes viendront quand ils seront nécessaires. L'arôme du gâteau commença à remplir la cuisine, créant une atmosphère accueillante qui contrastait avec la tension qu'Auguste ressentait. Marthe revint du marché, jetant des regards curieux sur son patron assis nonchalamment dans la cuisine, mais s'abstint de tout commentaire. Les heures passèrent avec une lenteur angoissante. Auguste tenta de se distraire avec du travail, des rapports, des emails, des tableurs qui occupaient normalement toute son attention. Mais son esprit revenait sans cesse à la conversation imminente avec Hélène. Que dirait-il? Comment commencerait-il à démanteler 15 ans de silence et de ressentiment? Peu avant midi, le bruit d'une voiture approchant fit accélérer son cœur. De la fenêtre du bureau, il vit le véhicule de Robert se garer à l'entrée du chalet. Hélène sortit la première, son visage un masque de sang-froid qui dissimulait à peine sa propre anxiété. Les enfants sautèrent ensuite, Sophie visiblement excitée, Mathieu avec l'expression prudente typique des préadolescents. Auguste prit une profonde inspiration et descendit les accueillir. Dans le hall d'entrée, il y eut un moment de malaise, des salutations formelles, des sourires tendus, la chorégraphie de personnes qui ne savent plus comment agir naturellement les unes avec les autres. Sophie brisa la tension en courant pour le serrer dans ses bras. « Papy, on va vraiment à la fête de la Saint-Jean aujourd'hui ?» demanda-t-elle les yeux brillants d'attente. « Oui, nous y allons », confirma-t-il, sentant un poids se dissiper avec la simplicité de la question enfantine. « Mais avant, j'aimerais parler à ta mère. »« En privé. » Hélène échangea un regard avec Robert qui acquiesça discrètement. « Je vais emmener les enfants explorer un peu mieux le jardin, » se proposa-t-il. Mathieu voulait voir cet arbre énorme qui a l'air bien pour grimper. « Le chêne du côté ouest », informa Auguste. « Il a plus de 100 ans, j'y grimpais moi-même quand j'avais son âge. » Cette information personnelle, partagée si nonchalamment, surprit tout le monde. Hélène regarda son père comme si elle voyait un étranger. Ou peut-être reconnaissait-elle, pour la première fois depuis des années, des bribes de l'homme qu'il avait été avant la tragédie. « Allons au bureau » suggéra Auguste, indiquant le chemin d'un geste. Hélène le suivit en silence. Le bureau, avec ses murs tapissés de livres et sa vue privilégiée sur les montagnes, avait toujours été le sanctuaire d'Auguste, un espace où il permettait rarement l'entrée d'autres personnes, surtout ces dernières années. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-il indiquant un fauteuil en cuir. Hélène obéit, sa posture rigide, défensive. « Vous vouliez me parler ?» Auguste prit une profonde inspiration, cherchant les mots qu'il avait répétés mentalement toute la matinée. Mais quand il parla enfin, ce furent d'autres mots qui sortirent, plus simples, plus vrais. « Tu me manques, Hélène. » La déclaration, si directe et dépourvue d'artifice, prit Hélène au dépourvu. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et une émotion qu'elle tentait de contenir commença à transparaître. Depuis cette nuit-là,
continua Auguste, sa voix plus ferme maintenant. J'existe comme une ombre de moi-même. Je me suis convaincu que c'était la seule façon d'honorer la mémoire de ta mère, en figeant le temps, en me refusant toute joie, toute connexion. Il fit une pause, rassemblant son courage. Et dans ce processus, je t'ai perdu aussi. Hélène détourna le regard, le fixant sur la vue au-delà de la fenêtre. Quand elle parla, sa voix tremblait légèrement. Tu n'as jamais dit que tu m'en voulais pour l'accident. Tu n'en as jamais eu besoin. C'était dans tes yeux chaque fois que tu me regardais. Non, Hélène, interrompit Auguste en se penchant vers elle. Ce que tu voyais dans mes yeux, ce n'était pas de la culpabilité dirigée contre toi, c'était ma propre culpabilité qui se reflétait. J'aurais dû conduire cette nuit-là. J'aurais dû vous protéger toutes les deux, mettre la famille avant les affaires. Et chaque fois que je te regardais, je voyais mon propre échec. Hélène le regarda à nouveau, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Pourquoi ne l'as-tu jamais dit avant? Parce que reconnaître ma culpabilité aurait signifié affronter ma douleur. Il était plus facile de tout enterrer, les sentiments, les souvenirs, même notre relation. Il sentit ses propres larmes menacées de couler, ce qu'il ne s'était pas permis depuis des années. Je suis devenu un expert dans la construction de murs, Hélène. Si doué que j'ai fini par m'emprisonner à l'intérieur. Un silence s'installa entre eux. Non pas le silence froid et distant qu'ils avaient à partager pendant des années, mais un silence vivant, vibrant, plein d'émotions enfin libérées. Je rêve d'elle presque toutes les nuits, confessa Hélène après quelques instants. Dans le rêve, nous sommes toujours dans la voiture, sous la pluie. Et elle dit toujours la même chose. Ce n'était pas ta faute, ma fille. Les accidents arrivent. Sa voix se brisa. Je me réveille toujours en me demandant si c'est juste mon subconscient qui essaie de m'absoudre, ou si, d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment elle. Auguste se leva et, dans un geste qui les surprit tous les deux, s'agenouilla devant sa fille, prenant ses mains dans les siennes. Ta mère ne t'aurait jamais blâmé, Hélène. Elle savait mieux que quiconque à quel point la vie est imprévisible, à quel point nous devons chérir chaque moment. Il fit une pause, luttant contre l'émotion. C'est moi qui ai failli à son héritage. Clarisse vivait intensément, aimait profondément, et en sa mémoire, j'ai construit un mausolée au lieu de continuer sa musique. Hélène sanglota doucement, serrant les mains de son père. J'ai si peur, papa. Peur d'oublier le son de sa voix, son parfum. Parfois, j'ai l'impression que chaque année qui passe emporte un peu plus d'elle. Moi aussi, admit Auguste. C'est pourquoi je me suis accroché à des objets. L'horloge arrêtée, le piano réduit au silence. Comme si, en les préservant, je pouvais la préserver elle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on préserve les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Demanda Hélène, sa voix maintenant plus ferme. Non, acquiesça Auguste. On les préserve à travers la vie que nous continuons à vivre, les histoires que nous racontons, l'amour que nous partageons. Il sourit tristement. Il m'a fallu 15 ans pour commencer à comprendre ça. Et il a fallu l'arrivée inattendue d'une jeune chef pour m'ouvrir les yeux. Hélène rit entre ses larmes. Gabrielle semble avoir un effet catalytique sur les gens têtus comme nous. Elle a le don de voir au-delà des apparences, convint Auguste, de trouver les ingrédients cachés qui peuvent transformer une recette amère en quelque chose de nourrissant. Pendant quelques instants, ils restèrent en silence, absorbant l'intensité du moment, la profondeur de la reconnexion qu'ils se permettaient enfin de vivre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Hélène. « Comment reconstruire ce qui a été brisé pendant si longtemps ?»« Un jour à la fois, » répondit Auguste, « en commençant par aujourd'hui, un après-midi à la fête de la Saint-Jean avec tes enfants, en célébrant une tradition que ta mère aimait, en l'honorant non pas par le silence et l'absence, mais par la musique et la présence. » Hélène se leva et pour la première fois depuis des années, serra son père dans ses bras sans réserve. Auguste sentit le parfum de ses cheveux, une touche de lavande, comme celui de Clarisse, et se permit enfin de pleurer. Non pas des larmes d'amertume ou d'apitoiement, mais de libération. À l'extérieur du bureau, Gabrielle sourit en passant dans le couloir. Elle n'avait pas écouté la conversation, respectant l'intimité du moment, mais l'énergie de la maison avait changé de manière perceptible, comme si l'air lui-même était devenu plus léger, plus respirable. Dans la cuisine, elle prépara un plateau avec le gâteau fraîchement cuit, du thé et du café. Quand Auguste et Hélène sortirent du bureau, les yeux rouges mais les visages sereins, elle fit semblant de ne pas remarquer les signes évidents de la catharsis émotionnelle.
J'ai pensé que vous aimeriez quelque chose de sucré avant de nous aventurer à la fête de la Saint-Jean, dit-elle en posant le plateau sur la table du salon. Merci, Gabriel, répondit Hélène, avec une sincérité qui allait au-delà de la simple gratitude pour un gâteau. Pour tout. Gabriel sourit, comprenant le sens plus large. Le mérite ne me revient pas. Certaines recettes ont juste besoin des bons ingrédients pour réussir, et vous les aviez déjà. Il fallait juste les redécouvrir. Robert et les enfants revinrent du jardin. Mathieu, excité par la découverte d'une vieille balançoire cachée entre les arbres, Sophie avec des fleurs sauvages qu'elle avait cueillies. L'atmosphère dans la maison était maintenant complètement différente, plus légère, plus chaleureuse. « Alors, on va vraiment à la fête ?» demanda Robert, sentant le changement mais choisissant de ne pas commenter directement. « Oui, nous y allons », répondit Auguste avec fermeté. « Mais avant, j'aimerais montrer quelque chose aux enfants. Si vous voulez bien me suivre. » Il les conduisit jusqu'à la salle du piano, où l'instrument restait découvert, baigné par la lumière de midi qui entrait par les hautes fenêtres. « Votre grand-mère était pianiste, » expliqua-t-il à Mathieu et Sophie. « L'une des meilleures que j'ai jamais connues. Voici sa pièce préférée. » À l'étonnement de tous, Auguste s'assit au tabouret du piano. Ses doigts touchèrent les touches avec hésitation, maladroit après des années sans pratique. Les premières notes sortirent tremblantes, mais trouvèrent bientôt un rythme, une mélodie simple, une chanson folklorique que Clarisse avait l'habitude de jouer pendant les fêtes de la Saint-Jean. Sophie s'approcha, observant fascinée les doigts de son grand-père danser sur les touches. Hélène porta la main à ses lèvres, retenant son émotion en voyant son père retrouver enfin cette partie de lui-même qu'il avait réprimée si longtemps. Quand la musique se termina, un silence respectueux plana dans la pièce. « Papy, c'était magnifique » murmura Sophie. « Ta grand-mère jouait bien mieux » répondit Auguste avec un sourire mélancolique. « Peut-être qu'un jour tu apprendras aussi. »« J'aimerais bien » répondit la fillette avec sincérité. Gabriel observait la scène depuis la porte, se sentant privilégié d'être témoin de ce moment de renaissance familiale. Quand leurs regards se croisèrent, Auguste inclina légèrement la tête en un remerciement silencieux. Elle répondit par un sourire qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer, adéquatement. « Eh bien, si nous allons à la fête de la Saint-Jean, nous devrions nous préparer, » suggéra Gabriel. « J'ai apporté quelques vêtements typiques que j'ai achetés au marché hier. J'ai pensé que les enfants aimeraient peut-être se déguiser. » Sophie tapa dans ses mains enthousiaste, et même Mathieu parut intéressé par l'idée. Hélène regarda Gabriel avec gratitude, non seulement pour les vêtements, mais pour tous les petits gestes qui avaient contribué à ce moment de réconciliation. Tandis que la famille se dispersait pour se préparer, Auguste resta un moment de plus au piano, touchant doucement les touches sans produire de son. Gabriel s'approcha, s'asseyant à côté de lui sur le tabouret. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle avec un sourire. « De m'avoir aidé à retrouver le chemin. »« Honnêtement, vous avez toujours connu le chemin, » répondit Gabriel. « Vous aviez juste besoin d'une petite lumière pour le voir dans l'obscurité. Dehors, le soleil de juin brillait sur Mégève, et dans le village, les guirlandes colorées de la fête de la Saint-Jean flottaient au vent de la montagne. La soirée promettait de la musique, de la danse et la célébration de traditions qui relient le passé et le présent, la mémoire et l'espoir. Et pour la première fois en 15 ans, Auguste Monnier se permettait de regarder l'avenir non pas comme une sentence, mais comme une possibilité. Chapitre 7, Nouveau départ. La place centrale de Mégève resplendissait de lumière colorée lorsque la famille Monnier arriva à la fête de la Saint-Jean. Des stands de nourriture typiques entouraient l'espace, exhalant des arômes tentants de vin chaud, de gaufres et de nougats. Un grand feu crépitait au centre, autour duquel des couples esquissaient déjà les premiers pas d'une danse folklorique. Sophie était radieuse dans sa robe traditionnelle, avec des tresses ornées de rubans colorés, œuvre des mains habiles de Gabriel. Mathieu, malgré sa réticence initiale, avait fini par céder à l'esprit festif et portait un chapeau de paille et une chemise à carreaux. Hélène et Robert avaient opté pour des tenues plus simples, mais qui honoraient la tradition avec des détails rustiques. Auguste, cependant, surprit tout le monde en apparaissant avec une chemise en flanelle à carreaux et un foulard rouge au cou, exactement comme il avait l'habitude de s'habiller pour les fêtes de la Saint-Jean des années auparavant, quand Clarisse était encore là. Le détail ne passa pas inaperçu pour Hélène,
Qui sentit une boule dans sa gorge en reconnaissant cette tenue conservée pendant tant d'années. « Tout va bien ?» demanda Gabriel à Auguste, remarquant son hésitation à l'approche de la place bondée. « Oui, » répondit-il après un moment. « Juste beaucoup de souvenirs. »« Les bons et les difficiles ?» suggéra-t-elle. « Les deux, » admit Auguste, « mais ce soir je suis prêt à tous les affronter. » L'arrivée de la famille Monnier ne passa pas inaperçue. Des murmures parcoururent la place. C'était la première fois en 15 ans qu'Auguste apparaissait à la fête de la Saint-Jean du village. Certains des habitants les plus âgés s'approchèrent, le saluant avec un mélange de surprise et de respect. Pour beaucoup, il était presque une figure mythique, l'homme d'affaires reclus du chalet sur la montagne, le veuf qui n'avait jamais surmonté sa perte. « Monsieur Monnier, quelle joie de vous voir ici !» s'exclama le maire, un homme jovial d'âge mûr. « Et avec toute la famille ?» Voilà une merveilleuse surprise. Auguste serra la main tendue, sentant le poids des regards curieux. « Merci, monsieur le maire. Il était temps de renouer avec certaines traditions. Votre femme adorait notre fête, » commenta le maire, sans se rendre compte de l'impact de ses paroles. Madame Clarisse disait toujours que la fête de la Saint-Jean de Megève était la plus authentique, en dehors de la Bourgogne. Au lieu de son malaise habituel, Auguste sourit légèrement. Elle avait raison. Il y a quelque chose de spécial ici. Sophie tira la manche du manteau de son grand-père, impatiente. « Papy, on peut aller au stand de pêche au canard, s'il te plaît ?»« Bien sûr, ma chérie. » Il se tourna vers le maire. « Fais une boudipotone, si vous nous le permettez. » Alors qu'il s'éloignait, Hélène s'approcha de son père. « Tu vas bien? On peut rentrer si c'est trop difficile. »« Je vais bien, » assura Auguste, la voix ferme. « Il est temps de vivre à nouveau, Hélène, comme ta mère l'aurait voulu. » La soirée avançait avec la magie propre aux fêtes traditionnelles. Mathieu se découvrit un talent inattendu au jeu des anneaux, gagnant un ours en peluche que, malgré une indifférence feinte, il garda précieusement. Sophie entraîna son grand-père de stand en stand, son enthousiasme contagieux brisant les dernières réserves de l'homme. Gabriel circulait parmi eux, aidant tantôt Sophie à choisir des friandises, tantôt discutant avec des dames âgées de recettes traditionnelles. Pour un observateur extérieur, elle semblait faire partie de la famille, non pas une employée fraîchement engagée, mais quelqu'un qui appartenait véritablement à ce cercle. À un moment donné, alors que Sophie et Mathieu étaient absorbés par un jeu, Auguste se retrouva seul avec Gabriel près du feu. Les flammes crépitantes illuminaient leur visage d'une lueur orangée, créant une atmosphère presque magique. « Vous semblez satisfaite de vous, » observa-t-il, une légère note d'amusement dans la voix. « Je le suis, » admit-elle sans détour. Voir une famille retrouver le chemin les uns vers les autres est quelque chose qui mérite d'être célébré. Et dire qu'il y a 2 jours vous êtes arrivés trempés par l'orage, une parfaite inconnue. Le destin a un sens de l'humour particulier, vous ne trouvez pas? Elle sourit, observant les flammes dansantes. Parfois, les tempêtes nous mènent exactement là où nous devons être. Auguste acquiesça, pensif. Vous avez mentionné que vous étiez venu à Megève pour un nouveau départ. Trouvez-vous ce que vous cherchiez? Gabriel considéra la question avec sérieux. Je découvre que les nouveaux départs ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine. Parfois, ils sont plus silencieux, plus progressifs, comme une recette qui doit mijoter à feu doux et non à feu vif. Une métaphore culinaire appropriée, commenta-t-il avec un sourire. Déformation professionnelle, rit-elle. Mais oui, je crois que je suis sur la bonne voie. Et vous? Avez-vous trouvé quelque chose d'inattendu au cours de ces dernières 48 heures? Auguste regarda vers l'endroit où Hélène, Robert et les enfants choisissaient des friandises à un stand voisin. Sa fille riait de quelque chose que Sophie disait, le visage illuminé d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. « J'ai retrouvé ma famille, » répondit-il simplement. « Et peut-être un peu de moi-même que j'avais perdu. » La musique monta en volume. Une valse musette entraînante qui invitait les présents à danser. Des couples se formèrent autour du feu, l'éclat des flammes se reflétant sur leurs visages souriants. « Vous dansez ?» demanda soudainement Gabriel. Auguste la dévisagea surpris. « Moi, je n'ai pas dansé depuis 15 ans, j'imagine, » compléta-t-elle avec un sourire provocateur. « Mais je parie que vous vous souvenez encore comment faire. » Avant qu'il ne puisse protester, elle lui prit la main et le conduisit parmi les autres danseurs. Auguste se sentit momentanément déplacé, conscient des regards curieux. Mais alors,
La musique envahit ses sens et les pas oubliés depuis si longtemps commencèrent à revenir, hésitant au début, puis avec une confiance croissante. « Regardez !» s'exclama Sophie en montrant son grand-père. « Papy danse !» Hélène s'arrêta, le nougat qu'elle mangeait oublié dans sa main, en voyant son père tournoyer avec Gabriel autour du feu. Il y avait quelque chose dans cette scène qui la transporta dans le temps. L'expression sur son visage, l'abandon momentané de son sang-froid habituel, lui rappelait le père de son enfance, l'homme qui dansait avec sa mère lors des fêtes de la Saint-Jean d'antan. « Ta mère serait heureuse », et commenta Robert en suivant son regard. « Oui », acquiesça Hélène, des larmes de joie se formant dans ses yeux. Elle adorerait voir ça. Quand la musique se termina, Auguste était essoufflé, mais avec une lueur dans les yeux qu'Hélène n'avait pas vue depuis son enfance. C'était libérateur, admit-il à Gabriel, alors qu'il s'éloignait de la piste improvisée. La danse a ce pouvoir, répondit-elle. Comme la musique, comme la nourriture. Elle nous reconnecte à des parties de nous-mêmes que nous avions oubliées. La soirée avançait, et la fête atteignait son apogée lorsque le maître de cérémonie annonça le moment du traditionnel mariage burlesque, une scénette comique, qui était le clou de la célébration. Sophie fut choisie pour être l'une des enfants qui jettèrent des pétales de fleurs sur le cortège, ce qui la remplit de fierté. Mathieu, bien que feignant le désintérêt, observait attentivement les préparatifs. En attendant le début de la scénette, Hélène s'approcha de son père, qui observait l'agitation, adossé à l'un des poteaux décorés de guirlandes. « Merci pour ça, papa, » dit-elle doucement. « Ça a beaucoup compté pour les enfants. Et pour moi. » « C'est moi qui te remercie, ma fille, de m'avoir donné une seconde chance, de ne pas avoir complètement renoncé à moi pendant toutes ces années. » Hélène regarda le feu crépitant. « Tu sais ce que maman disait des fêtes de la Saint-Jean? Que ce sont des moments magiques, où le passé et le présent se rencontrent, où nous honorons nos racines tout en célébrant la continuité de la vie. Ça ressemble tout à fait à quelque chose que Clarisse dirait. » Sourit Auguste, une douce nostalgie remplaçant l'amertume habituelle. « Parfois, je peux l'entendre si clairement, » confessa Hélène, comme si elle n'était jamais vraiment partie. « Peut-être que non, » répondit Auguste, surprenant sa fille. « Pas complètement. Pas tant que nous la gardons vivante dans nos souvenirs, dans nos traditions, dans nos cœurs. » La scénette du mariage commença, arrachant des rires à la foule avec ses blagues et ses situations comiques. Sophie remplit son rôle avec une adorable gravité, répandant des pétales de fleurs sur le chemin des mariés. À la fin, des feux d'artifice colorés illuminèrent le ciel, provoquant des « oh » et des « ah » admiratifs des spectateurs. Gabriel, qui regardait un peu à l'écart, sentit une présence à ses côtés. « C'est une belle tradition », commenta Auguste, ses yeux reflétant les lumières colorées dans le ciel. « Oui », acquiesça-t-elle, « il y a quelque chose de profondément humain à se rassembler autour du feu, à raconter des histoires, à célébrer la vie. »« Vous avez transformé ma maison en seulement 2 jours, Gabriel, » dit-il, son ton sérieux malgré l'ambiance festive. « Vous avez brisé la glace de 15 ans d'isolement. »« La glace était déjà fissurée, » répondit-elle avec un sourire doux. « J'ai juste augmenté un peu la température. » Auguste rit, un son sincère, inhabituel qui le fit paraître des années plus jeune. Encore une excellente métaphore culinaire. 15 n'est, comme je l'ai dit, déformation professionnelle. Ils restèrent silencieux quelques instants, observant les feux d'artifice qui continuaient d'exploser dans le ciel étoilé. « J'ai une proposition à vous faire, » dit finalement Auguste. « Je vous écoute. Je sais que vous êtes venu travailler comme chef privé, mais j'aimerais vous offrir quelque chose de différent. » Il hésita comme s'il organisait ses idées. Le chalet a une dépendance qui n'est pas utilisée depuis des années. C'était le studio de musique de Clarisse. Avec quelques rénovations, cela pourrait devenir un petit restaurant ou une école de cuisine. Gabriel le dévisagea, surprise. « Vous suggérez. Je suggère un partenariat, » confirma Auguste. « Vous auriez une autonomie totale pour développer le concept. Ce pourrait être un espace pour des cours, des dîners spéciaux, ce que vous préférez. Ma part serait l'investissement initial et l'espace. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sincèrement intriguée. « Vous me connaissez à peine. Parfois, on connaît mieux quelqu'un en 2 jours intenses qu'en des années de fréquentation superficielle, » répondit-il. « Vous avez du talent, de la vision et quelque chose de plus important.
Vous comprenez le pouvoir transformateur de la nourriture, comment elle relie les gens, éveille les souvenirs, guérit les blessures. Gabriel se sentit ému par cette reconnaissance si sincère. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir. Ça suggéra-t-il avec un sourire. En attendant, continuez d'être ma chef privée. Les enfants demandent déjà quand ils pourront revenir manger votre gâteau au maïs. Elles sont les bienvenues à tout moment, répondit Gabriel. Vous tous. Hélène s'approcha tenant une Sophie endormie par la main. Je crois qu'il est temps d'y aller. Quelqu'un ici est déjà presque en train de dormir debout. Hein, j'ai pas sommeil, protesta la fillette en bâillant. Bien sûr que non, rit Hélène en la prenant dans ses bras. Mais il se fait tard, et demain nous avons encore une longue route jusqu'à Paris. Une ombre de déception traversa le visage d'Auguste. Vous devez vraiment partir demain. Hélène et Robert échangèrent un regard. Eh bien, les enfants ont école lundi, commença-t-elle. Mais nous pourrions peut-être rester jusqu'à demain après-midi, suggéra Robert, surprenant sa femme. Je pourrais télétravailler lundi matin, et les enfants ne manqueraient qu'une journée d'école, rien qu'ils ne puissent en rattraper. Vraiment? Qu'est-ce? Demanda Hélène, ne cachant pas sa surprise face à la flexibilité inhabituelle de son mari. Vraiment, confirma-t-il avec un sourire. Je pense que cette reconnexion familiale mérite quelques heures de plus. Auguste acquiesça, la gratitude évidente dans ses yeux. La maison est à vous aussi longtemps que vous voudrez rester. Sur le chemin du retour vers le chalet, Sophie s'endormit sur les genoux de son grand-père, à l'arrière de la voiture. Son petit visage détendu dans un sommeil profond, les joues encore roses de l'excitation de la fête. Auguste l'observait avec une tendresse qu'il avait oublié posséder, sentant le poids léger et confiant de sa petite fille dans ses bras. Gabriel conduisait, ayant proposé qu'Hélène et Robert puissent se reposer dans l'autre voiture. De temps en temps, elle regardait dans le rétroviseur, captant l'image d'Auguste avec sa petite fille, un tableau de paix qui contrastait fortement avec l'homme austère qu'elle avait connu à peine 2 jours plus tôt. Elle ressemble à Clarisse, commenta doucement Auguste pour ne pas réveiller la fillette. Elle a le même sourire, la même curiosité insatiable pour le monde, et la même capacité à charmer les gens autour d'elle, ajouta Gabriel. C'est un don rare. Oui, acquiesça-t-il en caressant les cheveux de sa petite fille. Un don que je n'ai pas su apprécier à sa juste valeur ces dernières années. En arrivant au chalet, Auguste porta Sophie jusqu'à la chambre préparée pour elle, avec une délicatesse qui le surprit lui-même. Hélène l'observait depuis la porte, émue par la scène. « Elle t'adore », commenta-t-elle lorsque son père sortit de la chambre. Depuis toute petite, elle demandait toujours de tes nouvelles, même quand les choses n'étaient pas difficiles entre nous. Les enfants ont une sagesse que nous perdons souvent avec l'âge, répondit Auguste, une capacité à voir au-delà des apparences, à pardonner sans condition. Quelque chose que nous devrions réapprendre, convint Hélène. Plus tard, lorsque la maison se tut enfin, Gabriel trouva Auguste dans la salle du piano. Il ne jouait pas, mais feuilletait de vieilles partitions, redécouvrant des morceaux que Clarisse aimait. « Je n'arrive pas à dormir », expliqua-t-il en remarquant sa présence. Trop d'émotions à gérer en une seule journée. « Je comprends parfaitement », répondit-elle en s'asseyant dans un fauteuil voisin. « Des jours comme celui-ci ont le pouvoir de redéfinir notre trajectoire. » Auguste acquiesça, fermant le porte-partition. « Je pensais à votre histoire, sur la vente du piano de votre mère pour payer son traitement. » Gabriel se raidit légèrement. C'était un sujet qui lui causait encore de la peine. « Vous avez fait ce que vous pensiez être nécessaire à ce moment-là, » continua-t-il. « Vous avez privilégié sa vie à l'objet, même en sachant à quel point ce piano comptait. »« Ah, mais elle n'a jamais compris, » répondit Gabriel, la voix basse. « Elle est partie en croyant que j'avais trahi sa confiance, sa passion. Peut-être qu'elle a compris à la fin, » suggéra gentiment Auguste. « Parfois, les gens que nous aimons ne peuvent pas exprimer leur compréhension lorsqu'ils souffrent. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas perçu votre sacrifice. » Les mots touchèrent profondément Gabriel, lui offrant une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée. Des larmes silencieuses s'échappèrent de ses yeux. « Merci pour ça. » murmura-t-elle. « Je ne fais que vous rendre l'appareil. » Répondit-il avec un sourire compréhensif. « Vous m'avez aidé à voir au-delà de ma douleur. Le moins que je puisse faire est de vous offrir la même chose en retour. » Ils restèrent silencieux quelques instants,
chacun absorbé dans ses propres réflexions. Dehors, la pleine lune baignait le jardin de sa lumière argentée, créant des ombres douces entre les arbres centenaires. « Je pense que j'accepterai votre proposition », dit finalement Gabriel. Concernant la dépendance. Auguste la regarda, surpris par cette décision rapide. « Vous êtes sûr ? Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. »« J'en suis sûr », confirma-t-elle avec un sourire. « Quelque chose me dit que c'est le bon endroit, le bon moment. Comme si c'était le destin. » Suggéra-t-il, une lueur d'amusement dans les yeux. « Quelque chose comme ça, » admit Gabriel en riant doucement. « Il semble que cette tempête qui m'a amené jusqu'ici avait un but plus grand que nous l'imaginions. » L'aube avançait, et la conversation coulait entre eux avec une naturalité surprenante, partageant des histoires, des souvenirs, des projets d'avenir. Lorsque les premiers rayons de soleil commencèrent à poindre à l'horizon, révélant la beauté des montagnes au loin, tous deux réalisèrent qu'ils avaient passé la nuit entière à discuter. Le soleil se lève déjà, observa Gabriel surprise. Un nouveau jour, commenta Auguste, en se levant pour ouvrir complètement les rideaux, permettant à la lumière dorée d'inonder la pièce. Un nouveau départ. Depuis la porte, Hélène observait la scène avec un sourire. Elle s'était réveillée tôt et, ne trouvant pas son père dans sa chambre, était venue le chercher. L'image qu'elle trouva, son père et Gabriel discutant avec tant de familiarité, la lumière de l'aube, illuminant la salle du piano qui était si longtemps restée dans l'ombre, semblait chargée de symbolisme. « Bonjour », dit-elle en annonçant sa présence. « Hélène » s'exclama Auguste en se retournant. « Tu es matinale, comme vous apparemment », commenta-t-elle avec un sourire significatif. « Ou plutôt, vous n'avez même pas dormi. Nous avons perdu la notion du temps en discutant, expliqua Gabriel, légèrement embarrassé. « Ça arrive aux meilleures personnes, » répondit Hélène avec un sourire compréhensif. « Le café est prêt, si vous voulez vous joindre à nous. Sophie est déjà réveillée et impatiente de montrer à son papy un dessin qu'elle a fait. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la cuisine, où le reste de la famille se rassemblait déjà, Auguste s'arrêta un instant, observant la transformation que sa maison avait subie en seulement 2 jours. Le silence oppressant avait laissé place à des voix animées, des rires d'enfants, l'arôme de café frais et de pain en préparation. Les rideaux, autrefois toujours fermés, étaient maintenant ouverts, permettant à la lumière naturelle de pénétrer dans chaque recoin, révélant des couleurs et des textures longtemps oubliées. Dans la cuisine, Sophie dessinait avec concentration, la langue entre les dents en signe d'effort créatif. Mathieu aidait Robert à préparer du jus d'orange, tandis que Marthe, avec un sourire discret, observait l'agitation inhabituelle avec une approbation évidente. « Papy !» s'exclama Sophie en le voyant. « Regarde ce que j'ai dessiné. » Auguste s'approcha, curieux. Le dessin montrait des bonshommes allumettes représentant toute la famille, y compris Gabriel, tous se tenant la main autour de ce qui semblait être le feu de la fête de la Saint-Jean. Dans le ciel du dessin, une silhouette flottante vêtue d'une robe regardait le groupe avec un sourire. « Qui est-ce » demanda-t-il en montrant la silhouette dans le ciel, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. « C'est Mamie Clarisse » répondit Sophie avec la simplicité des enfants. « Maman a dit qu'elle veille toujours sur nous, même si on ne peut pas la voir. Alors je l'ai dessinée en train de regarder notre fête de la Saint-Jean d'hier. » Auguste sentit une boule dans sa gorge, ému par la perception innocente de sa petite fille. Hélène s'approcha, posant une main sur son épaule en signe de soutien silencieux. « C'est magnifique, Sophie », réussit-il à dire finalement. « Je pense que Mamie Clarisse adorerait ton dessin. »« Je peux le mettre sur le frigo ?» demanda la fillette, pleine d'espoir. « Mieux encore, » répondit Auguste. « Nous allons le mettre dans un cadre et l'accrocher dans le salon pour que tout le monde puisse le voir. » Le visage de la fillette s'illumina à cette suggestion et elle courut montrer son dessin à Gabriel, qui l'accueillit avec un enthousiasme sincère. Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère de camaraderie qui avait été absente du chalet Monnier pendant 15 longues années. Des projets furent faits pour de futures visites, des week-ends prolongés, des vacances, peut-être même les prochaines vacances scolaires. Robert, de manière surprenante, suggéra qu'il pourrait envisager d'acheter une résidence secondaire dans la région pour être plus proche. « Ce serait merveilleux », acquiesça Hélène en regardant son père avec affection.
Les enfants adoreraient avoir leur grand-père plus souvent à proximité. Et j'adorerais les avoir à proximité, répondit Auguste avec sincérité. J'ai déjà perdu trop de temps. Quand vint le moment du départ, en début d'après-midi, l'ambiance était complètement différente de la veille. Il n'y avait ni tension, ni ressentiment, seulement la nostalgie naturelle d'un adieu temporaire, adouci par la certitude de retrouvailles prochaines. Sophie serra fort son grand-père dans ses bras, lui faisant promettre de venir leur rendre visite à Paris bientôt. Mathieu, surmontant sa réserve préadolescente habituelle, l'étreignit également, murmurant un « Merci pour la balançoire, papy », qui toucha profondément Auguste. Hélène s'attarda un peu plus lors des adieux, serrant longuement son père dans ses bras. « On va y arriver cette fois », dit-elle doucement, jour après jour, en reconstruisant ce que nous avons perdu. « Oui », acquiesça-t-il en lui embrassant le front comme il le faisait quand elle était enfant. Un jour à la fois. Quand les voitures partirent enfin, Auguste et Gabriel restèrent sur le perron, leur faisant signe jusqu'à ce qu'elles disparaissent au détour de la route sinueuse. « Et maintenant ?» demanda Gabriel, brisant le silence réfléchi qui s'ensuivit. Auguste regarda le chalet qui avait si longtemps été sa prison volontaire et qui, soudain, semblait rempli de possibilités. « Maintenant, » répondit-il avec un sourire déterminé, « nous commençons à rénover la dépendance pour ton nouveau restaurant. Et peut-être, » il fit une pause, réfléchissant, « peut-être que je vais enfin enlever cette horloge arrêtée de la cheminée. »« Pour la réparer ?» demanda Gabriel. « Non, » répondit Auguste, son regard se perdant un instant sur l'horizon des montagnes. « Pour la garder comme un souvenir du passé, pas comme une encre qui m'empêche d'avancer. » Il lui sourit. « Je crois qu'il est temps de laisser le temps s'écouler à nouveau. » Ensemble, ils retournèrent vers la maison, où la lumière du soleil entrait désormais librement par toutes les fenêtres, chassant les dernières ombres d'un deuil qui avait duré trop longtemps. Dans la salle du piano, la partition du nocturne de Chopin restait ouverte, comme une invitation à de nouvelles mélodies, de nouvelles histoires, de nouveaux départs. Et dans le jardin, les premières fleurs sauvages commençaient à éclore, dans des parterres longtemps négligés, comme si la nature elle-même célébrait le réveil de cette maison et de ses habitants à une nouvelle saison de la vie. Et chers auditeurs, nous espérons que le voyage d'Auguste et Gabriel a touché vos cœurs. Pour continuer à explorer des histoires émouvantes comme celle-ci, nous avons créé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Retrouvez-la ici, en cliquant sur votre gauche. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité des liens familiaux, du pardon et de la capacité humaine à recommencer. Partagez avec nous dans les commentaires quel moment de ce récit vous a le plus touché. Nous sommes impatients de lire vos impressions et de poursuivre ensemble ce voyage d'émotions.